reprends, Jacques, le rôle que d'habitude tu remplis. J'ai commencé à présenter l'invité surprise des coups de midi, de la 100e des coups de midi. Alors j'ai commencé à évoquer sa carrière d'écrivain, sa carrière d'auteur dramatique. Je n'ai pas cité son nom, mais si je devais encore ajouter quelques indices, je dirais que c'est aussi un homme de communication, que c'est aussi un pédagogue, que c'est aussi un critique littéraire, que c'est aussi un homme qui a une culture tellement vaste et hypertrophiée qu'il donne à tous ceux qui le rencontrent l'impression qu'ils en connaissent autant que lui, ce qui est loin toujours d'être le cas. Sur ce tableau, vous voyez représenter la couverture de son prochain livre, qui n'est malheureusement pas encore publié, mais qui devrait sortir de presse bientôt. C'est un recueil de textes déjà publiés. Alors je vous dis les titres, comme ça vous le reconnaîtrez avant qu'il ne nous rejoigne. Les bisous de la Castafiore, Jeux d'intérieur, Petit matin, Le ventre de la banane, Suzanne à la pomme, Tu n'as rien vu à Waterloo, Les philosophes amateurs et La grande roue, qui est un roman sur Bruxelles. Et donc l'auteur, l'invité surprise de cette 100e est Jacques de Decker, que j'ai beaucoup plaisir. Alors, évidemment, c'est un exercice un peu complexe de jouer le rôle de Jacques de Decker devant Jacques de Decker et devant le public. Auprès de qui il a reçu 98 écrivains, parce qu'en fait, comme je le disais dans l'introduction, Jacques avait déjà été l'invité une fois des Riches Clairs, et c'était monsieur le bourgmestre de Bruxelles qui était à ma place. Je n'ai pas d'ambition politique, monsieur le bourgmestre, rassurez-vous. Alors, je vais me livrer à l'exercice qui consiste à interroger Jacques, avec la complicité d'ailleurs de son invité, interroger Jacques de Decker, romancier, puisque il est, je pense, un de ces hommes qui se dissimulent trop derrière toute une série d'activités qui le rendent publiquement notoire dans ces activités-là, celles que j'ai citées, d'animateur, de pédagogue et de remueur constant d'idées et d'idées en action, mais il est aussi écrivain, romancier, dramaturge. Et moi je voudrais, comme nous sommes dans une bibliothèque et que les livres publiés déjà avant la réédition de celui-ci sont accessibles, j'aimerais qu'on parle d'abord du roman bruxellois, le premier roman que Jacques a publié, qui s'appelle, comme vous le savez tous, La Grande Roue, qui a été publié, que Christopher a apporté, qui a été publié chez Grasset au départ, et comme premier roman, là je vais me tourner maintenant vers Jacques, premier romancier, on dit souvent que le défaut d'un premier roman peut être d'être soit trop autobiographique, c'est-à-dire très personnel, soit de vouloir tout embrasser. Alors, je pense que La Grande Roue, étant donné que par ailleurs vous êtes un éminent critique littéraire, donc vous savez éviter les pièges d'un premier roman, je pense toutefois que l'on trouve dans La Grande Roue des éléments qui appartiennent à ces deux tendances-là. D'abord, une part autobiographique, et d'autre part, une part non pas de vouloir mettre le monde entier dans un livre, mais de mettre au moins Bruxelles entier dans un livre, ou en tout cas la perception que vous en avez. Alors, premier point, est-ce que je me trompe en ce qui concerne des éléments autobiographiques dans le livre? Moi, je crois que les premiers livres, quels qu'ils soient, ont cette particularité par rapport au deuxième, troisième ou 150e, c'est qu'ils ont été le produit de toute la part de vie qui a précédé ce premier livre. Et en général, j'entendais l'autre jour à la librairie francophone parler à un romancier de 9 ans, mais en général, ça demande un peu plus de temps. Donc, et en tout cas pour un roman, il faut quelques années quand même d'expérience de vie. Par la force des choses, un premier roman contient en partie, directement ou indirectement, tout cela, peut-être plus que les suivants, par la force des choses. Ce n'était pas l'intention, mais c'est forcément comme ça que nécessairement ça se passe. Alors, ce premier livre, roman plutôt, je l'ai écrit quand j'avais 40 ans. Et là, curieusement, je concrétisais une espèce de règle qu'avait édictée Albert Aiguepars, et qui disait « on ne peut pas être romancier avant 40 ans ». Mais je peux comprendre pourquoi il le disait,
parce que pour lui, un romancier, c'était quelqu'un qui était capable de parler de questions individuelles, de questions collectives, et presque aussi de questions sociales, politiques. L'idée que nous faisons du roman, et que je me fais par la conséquence du roman, c'est cette idée d'une somme. Et donc il faut un peu d'expérience pour ça. Et cette expérience, elle est chargée évidemment de choses que l'on a vécues et que, irrésistiblement, on met dans le livre. Mais ce n'est pas ce qui m'a animé, en fait, dans l'idée de me lancer là-dedans. Quant à ce projet d'embrasser Bruxelles, ça oui sûrement. C'est-à-dire que ça fait très très longtemps, tout jeune déjà, je me disais c'est pas possible que Bruxelles n'ait pas eu droit à davantage de traitement romanesque. Il y a un signe, par exemple, inquiétant de ce phénomène dans le fait que le plus grand romancier de notre pays était un des 3 ou 4 plus grands romanciers du XXe siècle, Simenon, n'a pratiquement pas parlé de Bruxelles, alors qu'il a parlé de trous perdus de toute la province française. Je n'en veux pour explication qu'une seule chose, c'est qu'il était liégeois, et que peu de gens détestent autant Bruxelles que les liégeois. Donc, bon, c'est une revanche un peu courte, mais c'est ainsi. Enfin, même lui ne l'a pas fait. Bon, alors il y a des romans, si on cherche, aussi bien en littérature flamande, par exemple, les Boerenhaapje de Terling, qui est un roman bruxellois, il y a des romans de Daniel Gilles, mais il faut quand même chercher. Donc il y avait cette idée, essayons, comme vous l'avez ressenti par rapport à votre livre, c'est-à-dire de faire le livre qui n'existe pas, justement, celui qu'on cherche en vain dans les rayons. Et ça, c'est un peu l'intention de la Grande Roue, effectivement. Alors, une des marques autobiographiques que j'avais, moi, relevée et que je voudrais tester auprès de vous, c'est la référence et la référence explicite de la Grande Roue à la ronde de Schnitzler. Oui. Alors, lors d'un entretien que nous avions eu dernièrement, vous disiez que vous avez explicitement voulu rendre hommage à Schnitzler, dont vous n'avez pas encore lu tout l'œuvre et dont vous vous régalez d'avance d'avoir encore de cet auteur des ouvrages à découvrir. Oui, oui, mais enfin, disons que j'ai lu, je pense, à peu près tout son théâtre. Mais Schnitzler est un auteur qui m'a sidéré lors du premier contact que j'ai eu avec lui, qui n'était d'ailleurs pas un livre, ni même une pièce, c'était un film. C'est ce film de Max Ophüls qui s'appelle La Ronde. J'ai vu ce film quand j'avais 16 ou 17 ans et j'ai été sidéré. Sidéré, pas seulement par la thématique, par le sujet traité, mais par la forme. Je trouvais que cette forme était admirable et en plus répétable. Je me disais, au fond, ce que fait Schnitzler, c'est une ronde, comme le titre l'indique, mais aussi au sens poétique du terme, un rondeau, si vous voulez, mais un rondeau dramatique. Et donc, puisque c'est une forme qui est séparable de son sujet, pourquoi ne pas tenter l'expérience? Et ma première idée, parce qu'à l'époque, je n'avais jamais écrit de roman, c'était d'en faire une pièce. C'était de faire une pièce sur le modèle de la ronde. Et je n'ai pas pu faire la pièce à cause d'une invalidité que quelques auteurs dramatiques ressentent, c'est que vous n'avez pas terminé une pièce tant qu'elle n'a pas été jouée. C'est une chose que je ressens très fort. Si la pièce n'est pas jouée, elle n'est pas finie. Et j'avais beaucoup de chance avant, c'est que toutes les pièces que j'avais écrites avaient été montées dans la foulée. Sauf une dernière, qui n'a d'ailleurs été véritablement mise en scène que des années plus tard, et reprise tout récemment d'ailleurs, Épiphanie, qui traînait dans les tiroirs des directeurs et qui n'arrivait pas à trouver acquéreur. Donc je ne pouvais pas réaliser mon projet, puisque cette pièce était encore incomplète à mes yeux. Et la forme romanesque est venue presque naturellement. J'avais un plan, mais dès la première, ce qui aurait dû être la première scène, c'est devenu un premier chapitre, par approche immédiate, qui a consisté à faire une place à la vie intérieure des personnages, à commenter, à décrire. Évidemment, les registres que le roman permet sont beaucoup plus vastes et beaucoup plus multiples que le théâtre, et ça s'est imposé comme cela. Et puis bon, je suis devenu romancier malgré moi. Alors, je reviens sur Schnitzler, sur la ronde et sur le côté formel de l'écriture. Le roman La Grande Roue se partage en 10 chapitres, dont certains d'ailleurs avaient été publiés de manière indépendante sous forme de nouvelles. Et ces 10 chapitres sont finalement des contraintes que vous vous êtes imposées, comme si vous aviez besoin d'avoir un cadre dans lequel
vous pouvez oser le premier roman? Pas seulement le premier. Pour moi, le cadre, le schème général, la structure générale est une préoccupation primordiale. Pour moi, je ne peux pas imaginer de travailler en partant à l'aventure. En théâtre, d'ailleurs, encore davantage, je dirais, parce que le théâtre est terriblement contraignant. On a intérêt à savoir à combien de personnages on a droit, quel type de technique on va utiliser, enfin, toutes ces choses-là doivent être mûrement réfléchies dans le théâtre. Et c'est peut-être l'école du théâtre qui m'a amené à traiter comme ça le roman aussi. Et c'est aussi l'influence de mon père, qui était peintre. Et il y avait une chose qui me sidérait assez bien dans sa manière de fonctionner, comme de beaucoup de peintres d'ailleurs, c'est que je me demandais toujours, et je continue à me demander aujourd'hui, comment un peintre peut décider du format de son œuvre avant de la peindre. Or, il doit le faire. Comment se fait-il qu'il a envie de porter son chevalet ici et là, ou il a un modèle à peindre dans son atelier, etc. Il décide qu'il va faire un 40-60, un 70/80, un 1m10/90, enfin les fameux formats classiques qu'on trouve chez les encadreurs. Il imagine tout de suite dans quel espace ça va se situer, sur quelle toile plane ça va se peindre. Et pour lui, c'est une évidence. C'est-à-dire, parfois, je lui posais la question. Je lui ai dit, pourquoi tu n'as pas fait un plus grand format, un plus petit? Il disait, non, c'est comme ça s'impose. Or, le format est une notion abstraite, complètement abstraite. Donc, dans la préméditation de l'artiste, il y a cette projection de la forme. Et je suis très imprégné de ça, en fait. Je continue à travailler comme ça. D'ailleurs, dans le journalisme aussi, plus le journalisme est devenu contraignant. Hein. J'ai connu une époque où on faisait l'article qu'on voulait, on l'envoyait, quelqu'un l'inotypait, et puis on adaptait la mise en page aux articles. Maintenant, c'est le contraire. On vous dit, voilà, on a besoin d'un article là-dessus, eh bien, il fera, non pas un feuillet, comme on disait avant, ou 20 lignes, on dit, ça fera 2770 signes. Signes. Donc, la contrainte du signe est absolument impérieuse. Eh bien, finalement, moi, ça ne me gêne pas. Et peut-être parce que j'ai toujours aimé aussi la prosodie, et surtout la prosodie classique. C'est pour ça, l'autre jour, on a dit que j'étais un homme orchestre qui avait fait beaucoup de choses et qui était aussi poète. Non, je ne suis pas poète parce que ma conception de la poésie est beaucoup trop classique pour s'inscrire dans le contexte d'aujourd'hui. C'est pour ça que j'admire tellement William Cliff d'ailleurs. Parce que moi, je ne m'amuse qu'à écrire de la poésie hyper classique, c'est-à-dire avec la forme du sonnet, par exemple. Je trouve ça absolument fascinant. C'est très très difficile à réaliser aujourd'hui parce que il faut à la fois respecter tout cela et en même temps le casser. Et ça demande un talent que je n'ai pas. Alors, ce qui est toujours très, très agréable et très exaltant quand on vous rencontre, quand on vous écoute, mais aussi quand on lit vos romans, c'est que vous êtes un homme et un écrivain et un livre bibliothèque. C'est-à-dire que dans chacun de vos livres, dans tout ce que vous dites, moi, je me souviens que d'habitude, je note tous les auteurs que vous citez, et puis je me dis, je vais quand même essayer d'aller investiguer qui sont ces auteurs. Et je me suis livré au même exercice en relisant ce que je vous recommande à tous de faire, la Grande Roue parmi les autres. La Grande Roue n'est pas dans les livres. Non, elle n'est pas, mais sur Bruxelles. Donc je voulais faire le lien avec notre invité. Donc c'est pour ça que après on parlera du roman qui est publié dans le recueil, qui est Le ventre de la baleine. Et là, mais je voudrais revenir sur la notion de livre bibliothèque dans le cas de la Grande Roue, parce que c'était aussi une des contraintes que j'ai relevées, mais qui était explicite dans le livre, c'est que pour chacun des chapitres, il est fait référence à une mythologie, ou à une figure mythologique, ou à une figure de l'Antiquité. Ça répondait à quel souci, à quelle volonté, ou à quelle envie de la part du romancier Jacques de Decker? D'abord, disons, titiller les vrais lecteurs, parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui ont remarqué ça, parce que je suis très reconnaissant à Jean Joliot d'avoir remarqué cette chose. Quand on fait un livre, on s'adresse à plusieurs publics à la fois. Et je pense qu'il faut s'adresser vraiment à tout le monde, d'ailleurs. Mais en sachant qu'il y a des tas de niveaux au message. Et ça fait partie des messages en douce qui supposent une certaine complicité et qui font chaud au cœur, évidemment, quand c'est relevé. C'est pas vous que je dois le dire. Mais c'est aussi cette idée et qui explique aussi pourquoi, je pense en général,
il y a quand même une certaine préparation à l'écriture, c'est que l'écrivain a une ambition, je dirais, illimitée. Parce que je crois que toute démarche artistique n'a à voir qu'avec une seule chose, c'est avec la mort. Je pense que si l'on y réfléchit bien, sans la mort, il n'y aurait pas de rite funéraire. S'il n'y a pas de rite funéraire, il n'y a pas de musique, il n'y a pas de monument, il n'y a pas de temple. Il n'y a pas... Presque toutes les formes d'art sont des manières, maintenant de plus en plus, je dirais, laïcisées, allais-je dire, de moins en moins sacrées, mais il demeure toujours quelque chose dans la démarche artistique qui consiste à penser que si on gratte quelque chose sur le papier, c'est pour qu'il y ait une trace. Et que cette trace n'existe vraiment comme trace que s'il se vérifie que ça demeure quelque chose de lisible au-delà de sa propre finitude. Et une des manières de marquer ça, je crois, c'est justement de créer des liens avec les époques, de s'inscrire dans une continuité, même si elle est, dans mon cas, souvent ironique. Par exemple, je crois qu'une des figures qui apparaît dans le bouquin, c'est Pégase, mais sous quelle forme? Eh bien, c'est parce que le vieil artiste roule dans une vieille Deutsch complètement, quasiment démolie, mais qu'il a appelé Pégase, alors qu'il ne peut pas dépasser les 60 km/h et qu'il ne peut pas monter sur les autoroutes. Donc voilà. Mais n'empêche, en fait, la référence est là. Et ça crée aussi cette chose très importante dans la lecture. Le roman se prête très bien à ça, parce que c'est la grande différence avec le théâtre. C'est qu'en théâtre, on ne peut pas faire de temps de page, on ne peut pas vous arrêter pour expliquer un passage, bon, tout doit être compris directement et par plusieurs personnes, par centaines de personnes à la fois. Dans le roman, vous pouvez, dans une certaine lenteur, créer cet esprit qui est aussi, en grande partie d'ailleurs, un divertissement, c'est ludique. Oui, avec le lecteur. Oui, ça devrait quand même préciser que même si, lorsqu'on lit, parce que je préparais cette interview, donc j'ai lu avec des yeux de scrutateur le livre, ce roman-là, j'ai relu ce roman-là avec des yeux de scrutateur, c'est vrai que cela n'empêche pas, comme Jacques est un encyclopédiste, mais un encyclopédiste qui est quelqu'un qui sait escamoter cet aspect-là de sa culture, on lit ce roman comme un roman, simplement il y a des portes qui sont entrebâillées par-ci par-là, et au lecteur de les pousser ou pas, et d'entrer dans une autre exploration. Alors, il y a un des chapitres qui, moi, m'a semblé être particulièrement autobiographique et qui, en même temps, me permettra de faire la liaison avec l'autre roman dont je voudrais qu'on parle, Le ventre de la banane. C'est le chapitre du roman qui s'intitule François et Arnold. Et là, il y a une référence à l'Antiquité qui s'ajoute à la référence mythologique. C'est celle du personnage historique de Cincinnatus, je vous cite, qui avait accepté un temps d'abandonner ses champs pour se consacrer aux affaires de la cité et puis était retourné à ses cultures, estimant sa mission accomplie. Et là, j'aimerais vous interroger, Jacques Dedecker, sur la sensibilité que vous avez et l'importance que vous accordez à l'imbrication du romancier dans le réel. Ben oui, je crois que le roman, c'est, à la différence de la poésie et puis même aussi du théâtre, le roman peut s'inscrire dans le réel, peut porter témoignage, peut même s'engager. Il y a de très grands livres très engagés qui ont subi et qui ont résisté aux atteintes du temps. Les Misérables est un grand roman engagé, en fait, c'est un grand roman politique, il n'y a pas de doute à ça. Donc on peut, à travers le roman, rendre compte de la réalité et la réalité politique, mais en se permettant le luxe de ce que ne fait pas le journalisme, c'est-à-dire de prendre la perspective, de prendre la distance. Et c'est vrai que ce personnage de Cincinnatus continue d'ailleurs à me poursuivre, parce que c'est l'idée que je me fais de la politique, c'est-à-dire que l'homme politique est celui qui se met au service de la cité, aussi longtemps que la cité a besoin de lui, qui accomplit sa mission, et puis quand la mission est terminée, passe à autre chose. C'est un idéal, ça se mesure, mais c'est vrai que pour moi, c'est un peu le héros politique premier pour cette raison-là. Ouais. Alors, le ventre de la baleine est le deuxième roman que je voudrais évoquer ici. C'est le troisième roman dans la production romanesque de Jacques.
Le premier était dédié à son frère. Le premier était dédié à mon père. Voilà, je suis perdu dans la grande roue est dédiée à mon père. La grande roue, le deuxième Parade amoureuse est dédié à votre fille Irina. Le troisième à votre frère Armand de Decker, qui n'est pas cité. Il est dédié à mon frère. Ah oui, il n'est pas cité. D'accord. Voilà, ça me casse la fin de ma question, évidemment. Non, mais ça a été compris tout de suite. Hein. Je me souviens du papier de Jean-Claude Van Troyen. Le livre était sorti. Le lendemain, il disait tiens, comme par hasard, il dédie son livre à Armand de Decker. C'est très difficile à garder secret, tout ça. Oui, non. En tout cas, je te remercie d'indiquer à tout le monde que j'ai mal lu la dédicace de ton livre. Le troisième livre, Le Vent de la Banane, est dédié à ton frère, Armand de Decker, qui est un homme politique. Donc, ce roman, qui est un roman politique, lui est d'une certaine manière dédié ou dédicacé. C'est un roman qui tourne autour, et là je reviens à l'imbrication dans le réel, dont le point de départ est l'assassinat d'André Coz, homme politique, qui a été assassiné dans des circonstances dont on n'a pas encore vraiment dévoilé encore tous les dessous. Est-ce que le roman, lorsque vous partez d'un fait divers, en réinventant le personnage d'André Coz pour en faire Harry le Cousin, qui est le nom du personnage de votre roman, et de son dauphin Alain Van der Bist, dont je n'ai pas noté le nom de... Il s'appelle De Waal dans le roman. De Waal. Alors, en les transformant en personnages de roman, est-ce que votre objectif est d'essayer de rendre compte de l'humanité qu'il y a derrière l'histoire avec un grand H, et en tout cas de l'humanité des protagonistes de cette histoire? Ah oui, sûrement, mais ça je crois que c'est le romancier, je crois pas qu'il n'y a pas de romancier s'il n'y a pas ce souci-là. C'est-à-dire que l'extraordinaire liberté du roman permet l'improbable, c'est-à-dire de s'immerger dans la vie intime, dans la vie intérieure de figures qui ici, c'est vrai, ont des modèles avoués, mais ce n'est quand même pas un récit historique, ce n'est pas un roman documentaire. Simplement, ce qui m'a étonné, c'est que quelques personnes, disons, beaucoup plus informées que moi, et je pense en particulier à Philippe Moreau, qui avait lu le livre, et qui était quelqu'un de très proche d'André Coz, que moi je n'ai jamais rencontré de ma vie, m'a dit, mais comment avez-vous fait? Simplement parce qu'un romancier, il a un don de double vue, et qu'il y a moyen de reconstituer un homme entier, lorsqu'on est romancier, au départ de ces pièces détachées, qui sont des informations dispersées. Je crois qu'un bon romancier doit pouvoir traiter un personnage comme au musée d'histoire naturelle, on part d'un cubitus des hommes de la caverne pour reconstituer le squelette. Ça me paraît même élémentaire, si on fait ce genre de choses-là. Et Coz, je ne connaissais pas, mais c'est un personnage de toute façon éminemment romanesque, ça personne ne l'a jamais dénié, et beaucoup plus romanesque même que ce que j'ai montré, beaucoup plus encore. Il permettait ça. Je dirais que concernant Van der Bist, c'est différent, parce que Van der Bist, je l'ai connu. Je l'ai même assez bien connu. Nous avons eu souvent des conversations dans un café près du soir, qui étaient toujours des conversations littéraires. Et d'ailleurs, lui, c'est lui qui avait souhaité me rencontrer, mais pour parler littérature. Et puis on s'est revus, et il ne parlait que de ça. D'ailleurs, j'ai eu des tas de confidences où il disait tout compte fait, j'ai raté ma vie, en fait, c'est la littérature, ma vraie passion, et c'était assez déchirant. En plus, j'ai vécu une expérience tout à fait étonnante, c'est que lorsque le livre est sorti, mon prédécesseur à l'Académie, donc André Gauss, et sa femme France Bastia, avaient organisé un déjeuner chez eux, où il m'avait dit il y aura un invité inattendu, comme aujourd'hui, surprise. Et c'était Van der Bist, qui sortait du peu de temps d'ailleurs de Lantin, où il m'a longtemps expliqué ce qu'il faisait. Il était écrivain public, c'est-à-dire qu'il écrivait les lettres des autres détenus, et qui avait lu le livre, et qui était assez, enfin c'était assez touchant.
Alors là, je reconnais que, bon, j'avais plus été sur le sujet, un peu comme mon père qui faisait des portraits. Et sur Van der Biest, j'ai pas mal de choses à raconter parce que j'ai ressenti pour Van der Biest un choc étonnant. Par hasard de la vie, je me trouvais un jour dans un grand hôpital de la région de Charleroi. J'étais allé en visite à quelqu'un, je m'égare dans un couloir et j'entends une voix parler derrière une porte. J'ouvre la porte, c'était une espèce d'auditoire, et il y avait là un orateur absolument prodigieux qui haranguait son auditoire. Et c'était Van der Biest. C'était un orateur stupéfiant. Et tout ça fait que par rapport à ce personnage, et avec la suite et la fin tragique qu'il a connue, etc., bon, je continue à avoir des sentiments très denses, je dirais. Et du point de vue romanesque, c'est justement là qu'on peut faire deux expertises contraires. Ce qu'on peut faire avec un homme qu'on ne connaît pas, et ce qu'on peut faire avec un homme qu'on croit connaître un peu. Mais vous avez répondu que le romancier était toujours quelqu'un qui explorait des personnages qui peuvent être des personnages historiques. Ma question portait plus sur le fait que ici vous aviez explicitement choisi que l'on puisse reconnaître sans aucun doute Harry Cousin en André Coles et De Waal en Anna Van der Biest. Il y avait quand même une volonté, me semble-t-il, que vous accrochiez à l'actualité belge de ce moment-là, en écrivant le roman à ce moment-là. En fait, ce qui a été le moteur de ce livre, il est très répandu dans le public. C'est une affaire quand même rare dans l'histoire de notre pays. On n'a pas tellement d'assassinats politiques dans l'histoire de Belgique. Heureusement d'ailleurs. et autour duquel, comme vous disiez, continue à mener une série de questions, en tout cas pendant très longtemps. Pour moi, cette affaire n'a pas cessé de m'intriguer. Et le moment où je me suis mis à écrire, c'est quand j'ai désespéré d'avoir des informations. Quand je me suis dit, il y avait déjà 2 ans que l'assassinat s'était produit, quand j'ai commencé d'écrire, et c'est de guerre-là que je me suis mis à écrire. Alors pourquoi est-ce que j'étais motivé à le faire? Pourquoi c'est moi qui l'ai fait et pas quelqu'un d'autre? Pourquoi il n'y a pas eu d'autres livres sur le même sujet? Alors là, je dirais que ça, c'est pour une raison très intime de la vie de l'écrivain, mais très particulière, dont d'ailleurs le gars peut témoigner. Il s'est passé ceci, le jour de la mort de Coles. Je fais un rêve, qui est un rêve inoubliable. La preuve, c'est que j'ai pu le raconter 2 ans après dans le moindre détail, où je me retrouve dans une espèce de sous-marin. Mais un sous-marin ancien style, un peu comme dans 20 milieux sous les mers, avec des gens habillés, des costumes fin 19e, une sorte de feu ouvert dans ce salon, mais qui donnait par des vastes hublots sur les fonds marins. Et mon rêve se termine au moment où des monstres marins apparaissent aux alentours de ce sous-marin, et il y en a même un qui se précipite vers le hublot, et je m'éveille avec une espèce d'effet de courant d'air. En fait, le courant d'air, c'était simplement les rideaux de la fenêtre qui avaient été poussés par un vent léger, comme on dit. Hein, c'est ça qui m'a éveillé. Bon. Puis, 1 heure après, je suis dans la voiture et j'entends le Premier ministre assassiné. Les 2 expériences font un choc immédiat. Je n'arrive pas à me séparer de ça. Je me dis, il y a là une espèce de vision de Léviathan, hein, de fonds marins infernaux, et au fond, la mort de cet homme participe de ça. Et je n'arrive pas à me débarrasser de cette fusion imaginaire qui a été le déclencheur du livre, en fait. C'est ça qui a fait que j'ai dû écrire le livre, parce que je me suis dit, ce crime nous révèle quelque chose qui est de l'ordre de l'enfer de la politique, si on peut dire. Et la preuve, c'est qu'on ne l'a pas encore tout à fait élucidé, parce que c'est trop mystérieux, et parce que ça va au fond de notre société, je pense. Ce n'est pas une question de déterminer des responsables, c'est le fait de constater que, hein, je le dis devant un grand acteur en l'occurrence, bon, la politique ne cesse pas d'évoluer, et elle n'est peut-être pas aujourd'hui, peut-être plus maintenant qu'à l'époque, mais la politique à l'heure actuelle est vraiment un métier terrible, un métier en plus qui n'a pas son juste statut dans la société, parce qu'on vient de voir qu'on a raté ses cibles pendant des années, puisqu'on n'a pas arrêté de donner des claques aux politiques alors qu'il fallait le faire aux chefs d'entreprise, ce qui est quand même stupéfiant.
Hein? Les politiciens sont les principales victimes de l'opinion publique, alors que la raison essentielle, dans la plupart des cas, c'est dans la majorité écrasante des cas, c'est qu'ils ont envie de rendre service aux autres, le diable. Bon, ce qui n'est pas tout à fait le cas de ceux qui veulent plumer les autres à leur avantage. Alors, à la relecture de ce roman, donc 12 ans après qu'il ait été écrit, ce que vous aurez l'occasion de faire quand le recueil de textes sera publié, on s'aperçoit que le roman est détaché maintenant de la gangue de l'actualité de l'époque, et le roman permet, à travers chacun des personnages, suivant les cas, de donner une représentation de ce qu'il incarne, la soif du pouvoir, l'opportunisme, le machiavélisme. Chaque situation devient aussi une représentation de certains principes, comme la séparation des pouvoirs, la perte des valeurs, le danger de l'indifférence à la chose politique, comme vous venez de le dire. Tout ça ressort du roman quand on le relit aujourd'hui, comme si le roman, même s'il s'était fondé sur un fait divers, finalement, dans la vie politique, aussi tragique qu'il soit, finalement, véhiculait sur le long terme des questions qui ne cessent de se poser. Mais je crois que j'ai un modèle, en fait, de romancier politique dans les 40 dernières années, c'est Sciascia, le romancier sicilien. Je pense qu'il s'est attaqué à des questions très d'actualité pour son temps, notamment, par exemple, l'assassinat d'Aldo Moro. Et il en a fait des livres qui résistent, justement, à l'usure de l'histoire. Mais ça me paraît aussi une fonction de la littérature, c'est-à-dire de saisir des événements réels et de leur conférer, de renforcer leur charge de signification de manière à ce qu'ils deviennent des références par rapport à des événements qui se déroulent après, ou des mises en garde par rapport à ce qui va se produire après. On parle de roman aujourd'hui, mais nous pourrions parler de notre expérience commune de Marginal, hein, puisque c'est un peu le même travail. C'est l'écrivain qui est l'invité surprise aujourd'hui, et pas l'encyclopédie d'activités différentes que Jacques de Decker mène par ailleurs. Alors, lorsque je citais les trois dédicataires des trois romans, ma question n'était pas innocente, elle impliquait aussi une sous-question qui est: est-ce qu'il n'y a pas une quatrième personne à qui dédier un quatrième roman qui serait votre mère? Et est-ce que, en parallèle, est-ce qu'il n'y aurait pas un roman à écrire aujourd'hui sur le vide du pouvoir, tel qu'on l'a connu très longtemps en Belgique, sur l'émergence de la responsabilité des banquiers dans la crise actuelle, sur la perte de certaines valeurs, comme l'a très bien montré le récent essai d'Amin Mahalouf dont vous avez rendu compte dans Le Soir, où toutes ces pertes de références, de repères, est-ce qu'il n'appartient pas aussi à la littérature, y compris la littérature contemporaine, d'en fournir certaines clés de compréhension? On ne peut pas tout faire. Mais un sujet qui est cité là, et par rapport auquel je me sens responsable, et où je me dis que je ne pourrais pas encore trop longtemps faillir au devoir d'en rendre compte, ce sont les relations nord-sud dans ce pays. Parce que je connais la Flandre aussi bien que la Wallonie, que Bruxelles. Je connais très bien la Flandre, je vois bien l'évolution de la Flandre. Je pense qu'elle est trop mal comprise par les francophones, dans un sens comme dans l'autre. Hein. Ce ne serait pas du tout à charge, mais ce ne serait pas à décharge non plus. Par exemple, je pense qu'il y a par exemple un syndrome flamand dont les journalistes ne parlent pas assez, et qui explique un petit peu l'affaire de la séparation des pouvoirs à laquelle on a affaire aujourd'hui, c'est qu'en Flandre, on considère qu'il est assez normal de se rencontrer de manière informelle et de discuter du coup. Rendre ça même arrangé, je ne sais pas ce que je veux dire par là, et qu'on ne voit pas tout à fait la culpabilité qu'il y a, parce que deux voisins, dont l'un est politicien et l'autre est juge, discutent au café du village pour éclairer. Je vais très loin quand je dis ça, mais il y a une culture politique flamande qui n'est pas la culture politique francophone. J'ai l'impression, je parle devant une référence que je peux ignorer en l'occurrence, mais c'est une hypothèse que je lance. Et ça, c'est une matière romanesque. C'est de montrer le climat différent. Mais c'est pas simple. Hein. Il faudra peut-être... il faut faire des priorités aussi. Alors, pour terminer cette entretien... Je crois que Christopher... Non, ça je l'ai dit.
pour terminer cet entretien, j'aimerais me livrer un petit exercice qui n'est pas le questionnaire de Proust, mais qui est le questionnaire de Jacques de Decker. J'ai relevé une série de questions que vous aviez posées à des écrivains, et j'en ai choisi 4 ou 5 que j'aimerais vous poser à vous maintenant. Alors, quelle est la principale qualité que l'on doit attendre d'un romancier? C'est une question que vous avez posée à Patricia Highsmith en son temps. Ah oui, mais là je sais ce qu'elle a répondu, mais je suis entièrement d'accord avec elle. Je n'arrête pas de le décliner. Quand j'ai posé la question, elle m'a dit émotion, émotion, émotion. Mais ça vaut pour tous les arts. Je crois qu'un art qui ne provoque pas d'émotion, c'est pas de l'art. Donc c'est la première chose qu'on cherche. Et c'est vrai, je mentirais si je ne disais pas qu'il y a des passages dans les livres dont on a parlé qui ont été conçus dans ce sens-là, c'est-à-dire de placer le lecteur devant une émotion, mais une émotion qui l'amènerait à aller plus loin. La scène dans laquelle, dans le vent de la baleine, la veuve du mort se rend au chevet de sa maîtresse à l'hôpital, est une scène que j'ai longuement préméditée et que je voulais écrire comme ça, et dont je vois très bien, même des années après, qu'elle suscite des réactions et des commentaires qui montrent que ça a porté. C'est que je voulais montrer jusqu'où l'amour est allé. Alors une autre question, mais je ne vous dirai pas à qui vous l'avez posée, comme ça vous ne me donnerez pas la réponse que l'écrivain vous a donnée. Est-ce que les romanciers ne désertent pas les sujets, notamment politiques, en raison de l'inflation journalistique? Oui, mais en même temps, ça n'a pas beaucoup de sens, parce que je crois que le journalisme politique était beaucoup plus littéraire avant qu'il ne l'est aujourd'hui. Je pense que quand on lit les journaux du 19e ou des débuts du 20e siècle, on a des chroniqueurs politiques prodigieusement littéraires et donc beaucoup plus éclairants qu'ils ne le sont aujourd'hui. Aussi parce que de grands écrivains continuent à être journalistes. Tandis qu'aujourd'hui, au contraire, je dirais que l'inflation journalistique nécessite un maintien de la littérature, un contrepoids de la littérature, qui justement permet de voir the big image, plutôt que d'être concentré sur un événement totalement sporadique. Alors là, je ne peux quand même pas m'empêcher de faire une petite allusion à Marginal, puisque une des fonctions de la revue Marginal, que vous dirigez et que vous avez ressuscité lorsque vous avez succédé à l'Académie au siège d'Albert Goebbels, était de donner la parole à des artistes, à des écrivains pour écrire sous forme de fiction la perception qu'ils avaient de l'actualité. C'est dans ce sens-là que vous avez repris la revue Marginal, que vous souhaitez la reprendre? Oui, parce qu'on était à ce moment-là, en 98, que c'était après l'affaire du trou, etc. Et il me semblait qu'il y avait une lacune dans les échos à l'actualité, qu'on était beaucoup trop dans le langage des journalistes, des experts, et pas assez dans celui des littéraires, si l'on veut, parce que les littéraires trouvaient peut-être que c'était indigne de Dieu, que sais-je, qu'ils n'aimaient pas trop mettre les mains dans le cambouis. Et ça a été la raison d'être de Marginal deuxième époque, mais en même temps, je dirais qu'on a été suivi, parce que depuis là, les choses ont changé. On sollicite les écrivains dans les journaux, je ne sais pas moi, la rubrique de Gunzig dans Le Soir, par exemple, est une belle illustration de ça. Et à l'époque, ce qui m'avait frappé, c'est que dans la presse romande, ça se faisait déjà. Qu'on voyait déjà Piet van Nistendal, Christine Emmerich, etc., intervenir dans les journaux. J'avais fait un article là-dessus, d'ailleurs, dans Septentrion. Je disais qu'un des modèles journalistiques que j'avais précédemment à l'époque, c'était l'appel aux écrivains. Et il y a un certain nombre d'écrivains, par exemple, qui maintenant n'écrivent pas dans Marginal parce qu'ils sont trop sollicités par les autres médias. Ce qui est un bon signe. Oui, c'est un bon signe. Alors, ma dernière question, qui est une question que vous avez posée à un auteur et qui, me semble-t-il, se place très bien dans cet environnement-ci. Quelle place accordez-vous au lecteur dans votre travail d'écrivain? Constant. Parce que, et là je l'avoue franchement, et je crois que c'est la déformation de l'homme de théâtre, parce que je crois que je suis beaucoup plus homme de théâtre que romancier, c'est que quand vous êtes homme de théâtre, vous ne pouvez pas lâcher le spectateur d'une semaine. Et quand je dis le spectateur, ça veut dire le public. Hein? C'est cette conscience collective, cette hydre aux multiples têtes. Il y a un problème de communication au théâtre qui est terrible, et d'autant plus terrible aujourd'hui, que beaucoup de communications avec le spectacle se font individuellement.
Donc les gens non seulement voient des choses à la télévision, mais en plus maintenant ils ne regardent plus les films quasiment que sur leur écran individuel. Donc il y a une relation individuelle. Le théâtre est impensable sans le rapport d'un collectif d'acteurs face à un collectif de spectateurs. Et là, chaque mot compte, je vais presque dire chaque syllabe compte, ce que je dis très souvent, ce qui, disons, préside à mon travail d'adaptateur. Parce que la raison d'être d'un adaptateur, c'est que vous recevez une pièce, en général au nom des bonnes pièces, qui ont déjà fait leur travail ailleurs, donc elles sont écrites par des bons auteurs. Chez ces bons auteurs, ça se passe comme ça. Vous traduisez un auteur anglais comme Tom Stoppard, là, ça se passe comme ça. L'adaptation n'est pas la traduction. L'adaptation, c'est ce que je dis toujours, c'est la fidélité à l'effet que produit le texte original sur le public original. Donc, j'ai traduit un jour une pièce de Tom Stoppard, elle s'est jouée rue de Bruxelles. Tom Stoppard est venu la voir, il y a très longtemps de ça. Il ne connaissait pas le français, il est venu me voir après et il m'a dit « J'ai rien compris de ce qu'il faisait l'acteur, enfin j'ai tout compris de la pièce, mais j'ai rien compris dans le langage. » Eh bien, leur travail est très bon parce qu'ils ont joué, ils ont ri exactement aux endroits que je voulais. Et moi, je savais à quel prix ils riaient au même endroit. Parce qu'il y avait des moments d'infidélité, si on va trop dans le détail. Mais pour obtenir le même effet, il fallait que je fasse des tours. Et c'était ça que l'auteur attendait. Donc, cette conscience qu'on doit avoir au théâtre du public, dans le roman, par contamination, je l'ai aussi. Et c'est peut-être pour ça que je ne suis pas poète. C'est que j'écris pas pour moi. Jacques de Decker, je vous remercie pour avoir accepté d'être l'invité surprise de cette 100e. Je vais maintenant céder la parole à notre hôtesse, Marie-Angèle, pour prendre mon rôle de maître de cérémonie et clôturer, non sans avoir dit que j'ai bien entendu qu'il faudrait vous inviter à nouveau pour que l'on parle de vos activités de dramaturge, d'adaptateur, de journaliste et de beaucoup d'autres, mais ce sera dans 100 coups de midi. 100 ans. Voilà, merci Jacques de Decker. Merci. Un mot pour cette 100e des coups de midi des Riche-Clair. Il était là à la première et il est venu très régulièrement. Je ne sais pas. Voilà. Au fond, ce serait presque suffisant, peut-être un peu trop poétique, de simplement dire voilà. Voilà. Ceci étant, ce qui a été merveilleux dans cette aventure, c'est d'abord la vie de la bibliothèque, bien évidemment. C'est l'idée de promouvoir dans un public à midi, c'est-à-dire à une heure improbable, l'idée de la littérature, quelle qu'elle soit. Et c'était une rencontre qui est devenue, je pense, relativement émotionnelle entre un sauvage de la politique et un civilisé de la culture. Je vais alors clôturer la séance en remerciant Jacques de Decker pour le soutien qu'il a apporté. Et c'est moi qui remercie Marie-Angèle d'avoir rendu tout ça possible. Et la belle collaboration que nous avons depuis 10 ans maintenant, et qui nous permet de fêter aujourd'hui la 100e rencontre des Riche-Clair, en attendant la 101e et suivante. 100e déjà programmé. Merci beaucoup, Marie. Merci beaucoup et merci à vous tous d'être venus si nombreux pour une sorte de blind date en quelque sorte. Et d'annoncer que nous avions le maire de la